Donc bonjour, je suis Nora Romary. Je présente aujourd'hui ma soutenance de projet 3 dans le cadre du parcours ingénieur machine learning qui concerne l'anticipation des besoins en consommation de bâtiments pour la ville de Seattle. Donc après avoir introduit le sujet, je présenterai ma stratégie de nettoyage des données, les résultats de l'analyse descriptive, mes choix de modélisation et les résultats de prédiction. Je parlerai ensuite de l'intérêt de l'Energy Star Score et je conclurai sur le travail proposé. Alors, il faut savoir qu'à Seattle, les bâtiments sont responsables de 33% des émissions de gaz à effet de serre. La ville s'est donc engagée dans un plan d'action pour le climat afin de réduire ses émissions. Elle a un objectif de 0 émission de gaz à effet de serre d'ici 2050. Pour cela, elle a mis en place un programme d'analyse comparative des performances énergétiques des bâtiments. Ça concerne les bâtiments de plus de 20 000 mètres carrés. Et ce programme impose aux propriétaires de fournir un rapport annuel faisant état de l'énergie consommée et des gaz à effet de serre émis. Ces rapports sont basés en fait sur des relevés indispensables pour leur rédaction, mais qui prennent du temps et qui sont très coûteux. L'objectif de ce projet est donc de mettre en place des modèles prédictifs, à la fois aussi bien pour l'énergie consommée que pour l'émission de gaz à effet de serre. Ce modèle concernera seulement les bâtiments non résidentiels et devra se baser sur les informations factuelles disponibles dans les jeux de données. Le but étant de se passer de ces fameux relevés très coûteux. Dans le cadre de ce projet, on devra aussi évaluer l'intérêt de l'Energy Star Score, qui est un score qui témoigne en fait de la qualité environnementale des bâtiments et il faudra statuer s'il est vraiment nécessaire pour la mise en place des modèles. Alors, je vous parle un petit peu des données. Donc, les données disponibles, ce sont les relevés de 2015 et 2016, qui font état chacun de plus de 3300 bâtiments, caractérisés par 46 ou 47 descripteurs en fonction du jeu de données. Donc là, vous avez un exemple de ce qu'on trouve comme descripteur pour le jeu de données de 2015. On y retrouve les targets à prédire, donc l'énergie totale consommée et les gaz ici à effet de serre émis. On y retrouve le fameux Energy Star Score, ainsi que plusieurs données dites factuelles qui concernent la topologie des bâtiments, leur localisation, leur surface. Et on retrouve aussi les données brutes de relevé pour les énergies et les gaz. Alors, la stratégie globale que j'adopte pour aborder ce sujet, donc, comme je l'ai expliqué, il faudra d'abord nettoyer les données pour notamment uniformiser et permettre la fusion des deux jeux de données. Procéder à une analyse descriptive qui nous permettra de cibler les outliers, de les traiter, de traiter les valeurs manquantes et d'observer des premières tendances ou corrélations. Ensuite, il y aura l'étape de modélisation. Il faudra donc préparer les données, les entraîner pour évaluer les modèles choisis, optimiser les hyperparamètres et du coup faire la prédiction sur le meilleur modèle qui sera retenu. Et un dernier, évaluer l'intérêt de l'Energy Star Score en relançant la modélisation sur un jeu de données qui n'aura pas, en fait, dans lequel j'aurai retiré la variable en question. Alors, la partie nettoyage de données, elle a été finalement assez intéressante, parce qu'il y avait beaucoup de manipulations à faire pour uniformiser les deux jeux de données qui avaient des variables différentes de par leur nature ou de par leur dénomination. J'ai dû notamment, pour les données 2015, extraire plusieurs informations de localisation qui me semblaient essentielles à partir d'une même variable qui s'appelait location, notamment pour la latitude, la longitude et le code postal. Ce même jeu de données avait plusieurs variables qui n'avaient pas un intérêt substantiel pour la modélisation et qui n'existaient pas dans le jeu de données 2016, donc j'ai dû les supprimer. Donc là, ce sont des exemples des manipulations que j'ai pu faire pour uniformiser les jeux de données. Il y a eu aussi une recherche de doublons en utilisant la variable OSE Building ID, qui est un identifiant spécifique de chaque bâtiment, et la suppression de variables que j'ai considérées comme étant inutiles pour la mise en place des modèles, comme par exemple le nom de la propriété ou l'année d'attribution de l'Energy Star Score, ainsi que plusieurs données qui en fait correspondent aux données brutes de relevé. Alors ces données-là, il était important en fait de s'en séparer. Pourquoi ?
Parce que comme on peut le voir sur cette donnée, sur cette heatmap de corrélation, elles sont fortement corrélées avec nos targets. Et pour respecter en fait le souhait de la ville de Seattle de s'abstenir de faire ces relevés, il est important de les enlever et de faire un modèle qui ne dépendrait pas d'elle et seulement en fait des targets ciblés. J'ai ensuite procédé à la fusion évidemment du jeu de données. Donc, à l'issue de cette étape de nettoyage, je me retrouve avec un jeu de données avec 27 descripteurs et près de 6700 bâtiments. Ensuite, l'analyse descriptive, elle a permis de cibler les outliers. J'ai d'abord utilisé la variable outlier qui était proposée dans le jeu de données pour supprimer tous les bâtiments concernés. J'ai ensuite exploré variable par variable pour voir les incohérences qui pouvaient être considérées comme outliers. Par exemple, on sait que le plus grand gratte-ciel de la ville de Seattle est le Columbia Center avec 76 étages. J'ai donc pris l'initiative de supprimer ce bâtiment à 100 étages, qui n'est pas cohérent avec les recherches que j'ai pu faire. J'ai aussi supprimé des valeurs négatives pour des variables de surface, ce qui semblait aberrant. Donc, ce type de valeurs-là, je les ai remplacées en fait par des valeurs manquantes que j'ai ensuite imputées en utilisant une méthodologie de Cannon Imputer. Alors, l'analyse ensuite de la variable type de bâtiment, donc budget type, m'a permis en fait de mettre en évidence qu'il y avait la moitié du jeu de données qui concernait en fait des bâtiments résidentiels. Donc là, effectivement, ce n'est pas le sujet de ce projet. J'ai donc supprimé tous ces bâtiments en ne gardant effectivement que les non résidentiels et les bâtiments type scolaire. Si on veut rentrer plus dans les détails du type d'activité, on voit bien effectivement, avec la variable primary property type, qu'on a quand même encore du travail ici à faire sur cette variable-là, aussi bien sur la première activité que sur la secondaire et la tertiaire. J'ai fait un travail en fait pour plus de lisibilité et de plus de cohérence de ces variables. J'ai fusionné certaines classes qui pouvaient se fusionner, comme ici en bleu, small office et office. Et j'ai uniformisé tout ce qui était doublon pour les variables en fait qui avaient juste une différence, une erreur de texte, quoi. J'ai aussi remarqué la présence encore d'activités résidentielles. J'ai pris donc l'initiative de supprimer des bâtiments dont l'activité principale était résidentielle, mais qui n'avaient pas d'activité secondaire ou tertiaire autre. Voilà. Ensuite, au niveau de la localisation, si on regarde la répartition des bâtiments par quartier, on se rend compte effectivement que c'est tout à fait cohérent avec la morphologie de la ville de Seattle. On a les deux quartiers qui rassemblent le plus de bâtiments, qui sont vraiment en fait le quartier d'affaires, ici downtown, et Greater Dunwich, qui en fait est collé à downtown. Et on voit bien que ça correspond effectivement à la morphologie de la ville, le quartier d'affaires et les grands buildings. Ça se retrouve ici, effectivement, ce constat se retrouve au niveau des codes postaux, où on retrouve effectivement la baie de Seattle avec son quartier d'affaires. Ce qui est intéressant aussi d'observer, je pense, c'est l'évolution des constructions de bâtiments dans le temps, entre 1900 et 2015. On repère tout de suite le pic lié au boom industriel des années 30, et on voit qu'effectivement, depuis les 15 dernières années, entre 2000 et 2015, on a vraiment une baisse du nombre de nouveaux bâtiments construits, étant donné qu'effectivement, depuis les années 2000, on prend de plus en plus conscience de l'impact climatique lié aux bâtiments. Alors, pour les variables quantitatives, je vous présente la target énergie qui doit être prédite. Donc, j'ai observé qu'effectivement, il y avait quand même des valeurs extrêmes qui étaient très différentes de la base en termes d'ordre de grandeur. On est sur du 10 puissance 8. Étant donné que le but est de faire des modèles prédictifs de machine learning, j'ai décidé de les supprimer pour éviter en fait de perturber les modèles, étant donné qu'on ne maîtrise pas finalement la répartition de ces valeurs extrêmes entre les données d'entraînement et les données test. Pour la deuxième target qui est les gaz émis, les gaz d'effet de serre émis, donc j'ai décidé de le garder tel quel, étant donné que pour moi l'échelle en ordre de grandeur entre la base et les points extrêmes était acceptable. Et je vous fais aussi une petite présentation de l'Energy Star Score. Donc, comme je vous le disais, c'est un score qui reflète la performance énergétique des bâtiments. Il tient compte de plusieurs critères, la morphologie,
des bâtiments, les activités qui sont exercées, et donc assez complexe à calculer. Donc, comme attendu, il se situe entre 1 et 100, la valeur 100 étant une performance énergétique optimale. Si on recherche maintenant les corrélations entre les variables quantitatives, on s'aperçoit que cet Energy Star Score ne corrèle avec aucune des variables quantitatives du jeu de données. Voilà. Par contre, nos deux targets, déjà, elles sont fortement corrélées entre elles, ce qui finalement est logique. Il y a bien un lien entre l'énergie consommée et les gaz à effet de serre émis. Il semble en tout cas y avoir un lien. Et elles sont corrélées à plusieurs informations concernant la typologie des bâtiments, comme les surfaces totales, les surfaces par activité. Voilà. Donc, on a déjà des premières tendances qui peuvent nous, comment dirais-je, voilà, nous donner une idée de ce qui nous attend en sortie de modélisation. Autre tendance, bon voilà, je me suis un peu amusée à regarder l'énergie émise et l'énergie consommée, pardon, et les gaz émis en fonction des quartiers. Et on retrouve là encore les valeurs les plus élevées pour les deux variables situées dans le downtown, donc le quartier d'affaires. Alors, je vais passer maintenant à la modélisation en vous présentant ma stratégie. Alors, la partie data preprocessing est très importante. Elle nous permet de préparer les données à la mise en place des modèles. Elle consiste à supprimer déjà une des deux targets, définir les entrées X et la target Y, encoder les X qualitatifs et constituer les jeux de données d'entraînement et de test avec un split à 20% pour les données de test. Les données d'entraînement vont me servir en fait à mettre en place les modèles et donc à choisir le meilleur modèle de mon pipeline. Et les données test ne seront utilisées qu'en fin de pipeline pour réaliser la prédiction sur le meilleur modèle. Alors, la mise en place de modèle, donc j'ai décidé de faire un pipeline avec la fonction pipeline en 2 étapes, avec une étape de standardisation des données pour normaliser, hein, et du coup, la deuxième étape avec le modèle proprement dit. Donc, c'est un pipeline donc, du coup, que j'ai entraîné sur les données train. Ensuite, j'ai procédé à l'optimisation des hyperparamètres. Donc, pour cela, j'ai utilisé Grid Search CV, qui m'a permis en fait d'optimiser plusieurs hyperparamètres en parallèle en définissant pour chacun des espaces de recherche spécifiques. Donc, cette optimisation s'est faite par cross-validation avec un k-fold égal à 5. Et j'ai choisi le score en régression, du coup, le plus communément choisi pour évaluer la qualité de cette cross-validation. Donc, c'est le RMSE. Donc, il s'agit donc de la racine carrée de l'erreur quadratique moyenne obtenue. Donc, évidemment, cette recherche et cette optimisation d'hyperparamètres, je l'ai faite sur les données d'entraînement. Et j'ai procédé par itération. C'est-à-dire que cette étape-là, je l'ai relancée manuellement plusieurs fois en adaptant à chaque fois les espaces de recherche pour que la recherche soit optimale et notamment en affinant aussi le pas des espaces de recherche. Voilà. À l'issue de cette étape, j'obtiens des paramètres optimaux qui vont en fait me permettre de relancer la grille Search CV, donc avec les paramètres optimisés, et de choisir un score R2, qui est donc le coefficient de détermination, pour avoir un deuxième score d'évaluation du coup de la qualité de notre modèle à cette étape. Et le choix du meilleur modèle se fera en fait en observant ces deux scores, le RMSE et le R2 sur les paramètres optimisés. J'ai aussi exploré les feature importances sur les modèles optimisés pour du coup notamment les modèles en arbre. Une fois le meilleur modèle choisi, eh bien, j'ai réalisé la prédiction à partir des données X-test, et j'ai évalué cette prédiction en calculant encore une fois le RMSE et le R2 entre les Y prédits et les Y attendus. Alors, le choix des modèles, donc on est sur la prédiction de variables quantitatives, on est donc dans un problème de régression supervisée. Alors, j'ai réalisé une régression demi à l'étape en fait de prédiction, seulement pour avoir du coup une baseline de comparaison. Ça, c'est vraiment pour avoir un point de comparaison. Donc, ce n'est pas une régression que j'ai optimisée. De toute façon, il n'y a pas
de paramètres optimisés pour ça, elle renvoie juste la moyenne. Par contre, l'autre régression que j'ai réalisée et qui a été optimisée, c'est la régression Ridge. Donc, c'est une régression linéaire qui va intégrer un terme de régulation qui va permettre en fait de réduire le risque d'apprentissage. Donc, ce terme de régulation, c'est l'hyperparamètre à optimiser, donc l'hyperparamètre alpha. Ensuite, pour les autres modèles, j'ai choisi le Random Forest, qui est une méthode ensembliste par forêt aléatoire, qui permet la combinaison en parallèle de plusieurs arbres de décision. Et contrairement à un bootstrap classique, ici, à chaque embranchement, les features sont sélectionnées de manière aléatoire, et cette notion d'aléatoire permet finalement de décorréler les arbres et d'avoir moins d'overfitting. Alors, j'ai choisi de travailler les hyperparamètres suivants: le nombre d'arbres dans la forêt, la profondeur maximale d'un arbre, le nombre de features choisis à chaque embranchement, donc c'est un taux entre 0 et 1, et le nombre minimum d'échantillons requis à chaque embranchement. Voilà. J'ai choisi aussi d'évaluer un deuxième modèle arbre, le gradient boosting, qui là, en fait, combine les arbres de manière séquentielle, c'est-à-dire que les modèles sont construits les uns à la suite des autres, chacun en fonction des performances du modèle précédent. Et là, les hyperparamètres sont le nombre de boosting, donc la profondeur maximale d'un arbre, le taux d'apprentissage qui va ajuster la contribution de chaque arbre, et le nombre minimum, encore une fois, d'échantillons requis à chaque embranchement. Alors, les résultats obtenus pour les modèles, ces trois modèles-là, pour la target énergie. Alors, j'ai récupéré du coup le RMSE obtenu lors de la grid search en cross-validation et le R2 score de la grid search avec paramètres optimisés. Donc, le meilleur modèle est celui en fait qui va avoir l'erreur la plus basse et le R2 le plus élevé. Alors, il ne faut pas tenir compte du négatif ici qui est devant les erreurs, étant donné qu'on est en grid search CV et que la grid search cherche à maximiser en fait les résultats. Or là, nous, on a un RMSE, donc on cherche à diminuer l'erreur. Donc, je vous demanderai effectivement de ne pas tenir compte de ce mot. Alors, on voit bien effectivement qu'il y a un gap entre les modèles en arbre et la riche régression. On voit que l'erreur est nettement plus basse pour le random forest, le gradient boosting, et le R2 nettement plus haut. Ensuite, effectivement, entre le random forest et le gradient boosting, on voit que c'est le gradient boosting qui a les meilleures performances, et c'est sur celui-là que j'ai réalisé la prédiction. Donc là, on peut voir les résultats de RMSE et de R2 score pour le gradient boosting. On voit qu'en fait, entre les données train ici réalisées en cross-validation et les données test ici, on ne perd pas beaucoup de performance finalement. On se tient à des niveaux corrects et proches de ce qu'on a obtenu en données train, donc on n'a pas beaucoup finalement de surapprentissage. J'ai représenté ici une corrélation entre les données prédites et les données attendues, donc qui reflètent effectivement le R2 ici calculé. On voit qu'il y a une distribution tout à fait acceptable. Et ici, vous avez la différence, donc Y pred moins Y test, et on voit bien qu'effectivement, la répartition des différences est bien centrée sur 0. Et là, je vous ai remis le RMSE, le R2 score du demi, qui est notre baseline, et on voit bien qu'effectivement, on est très performant. Alors, là, j'ai représenté les features importances pour les deux modèles de random forest et gradient boosting, et on s'aperçoit qu'effectivement, comme on l'a pu le voir sur la map de corrélation, les variables de typologie de surface, notamment par activité, sont celles qui vont avoir le plus d'importance en fait dans la construction de nos modèles en arbre. Donc, à titre d'information, on a quand même une Energy Star Score qui se situe ici en 5e position pour le gradient boosting. Alors, on va faire pareil hein, pour la prédiction d'émission des gaz à effet de serre. Donc, même si le gap entre les modèles en arbre et le ridge régression est moins flagrant que précédemment, on voit bien qu'ils sont tout de même plus performants avec le gradient boosting qui présente les meilleurs résultats. Donc, comme tout à l'heure, on a une prédiction réalisée avec le gradient boosting. On voit que effectivement, là, il y a un gap un peu plus fort entre l'entraînement et le test, mais les résultats restent tout de même acceptables avec un R2 à 0,67. Voilà.
Alors pour les résultats en feature importance 6 pour nos deux modèles en arbre, on se retrouve dans la même configuration, à savoir voilà, les variables de surface qui sont très présentes et de surface par activité. Ici, pour le gaz, l'Energy Star Score a moins d'importance. On le retrouve plus bas dans la distribution ici des feature importance 6. Alors justement, quel est l'intérêt de cet Energy Star Score? Donc la méthodologie, comme je l'ai dit, c'est relancer les modélisations avec un jeu de données qui ne contient pas l'Energy Star Score. Alors les résultats obtenus, en fait, correspondent et sont très proches de ce que j'ai obtenu précédemment, à savoir des méthodologies en arbre plus performants, notamment le gradient boosting. Donc là, pour l'énergie, on a quasiment les mêmes performances. Donc on voit bien qu'effectivement, avec ou sans Energy Star Score, on obtient des performances très proches. Il en est de même en fait pour les features importance 6. Les variables de surface restent les plus impactantes pour nos modèles, et je dirais même que c'est encore plus marqué sans l'Energy Star Score. Pour les gaz à effet de serre, c'est la même chose. On a des résultats très proches, des performances nettement meilleures tout de même que la régression avec les modèles en arbre. Et voilà, on retrouve encore les mêmes variables en tête de liste pour les features importance 6. Alors, en conclusion de tout ça, alors la modélisation, donc, il est possible de proposer un modèle prédictif fiable en se basant sur les données de 2015 et 2016. Voilà, nous avons donc répondu à l'appel à projet en atteignant l'objectif qui permettent en fait d'anticiper les consommations en énergie et en émissions de gaz à effet de serre pour les bâtiments non résidentiels de la ville de Seattle. Les modèles en arbre ont montré leur performance, plus que le modèle linéaire par riche régression, et c'est la modélisation gradient boosting qui a les performances ici les plus optimales, notamment lors de la cross-validation, aussi bien pour l'émission de gaz à effet de serre que pour la prédiction de l'énergie consommée. Par contre, en termes de temps de traitement, j'ai pu constater que le modèle gradient boosting nécessite le double de temps que le modèle random forest. Et c'est vrai que finalement, vu des performances qui sont assez proches, le random forest semble être un bon compromis entre délai et robustesse. Enfin, l'analyse des features importance 6 a montré que les surfaces par type d'activité étaient les variables qui jouaient le plus sur nos modèles. Le rôle d'Energy Star Score, finalement, il a peu d'importance dans la performance des modèles pour les deux targets à prédire. Alors, on peut dire qu'effectivement, il n'a pas d'intérêt pour prédire les émissions de gaz et l'énergie consommée, mais par contre, il peut continuer à avoir un intérêt plus politique et continuer à sensibiliser les propriétaires et les habitants sur l'impact environnemental de leur bâtiment. Alors, les voies d'amélioration. Alors, il serait intéressant d'aller plus loin, en fait, pour voir dans quel sens les superficies par type d'activité vont impacter la consommation d'énergie et l'émission de gaz à effet de serre. Et le deuxième point que j'ai souhaité améliorer, c'est qu'effectivement, dans cette stratégie de modélisation, j'ai décidé de supprimer les valeurs extrêmes pour la variable énergie. Mais une autre stratégie aurait été possible. J'aurais pu effectivement appliquer une transformation mathématique aux données énergie, notamment logarithmique, ce qui permet en fait de lisser les données et d'éviter de supprimer les données. Donc, en fait, c'est ce que j'ai réussi à faire entre hier et aujourd'hui. Voilà, donc le passage en log de la target énergie, on voit bien ici sur la distribution et sur la box plot qu'on lisse les différences. Et donc, j'ai relancé les modèles, finalement. Alors, j'ai d'abord lancé une version juste pour la rich régression et le random forest, avec l'ensemble des données non transformées. Et là, en fait, on voit que sur l'erreur, on n'arrive pas à discriminer le modèle de régression linéaire et le modèle en random forest. Même si effectivement le R2 est plus performant,
nettement plus performant sur le random forest, l'erreur reste quasiment la même. Ensuite, bon, ça, j'ai fait ça en fait pour avoir un point de comparaison que je n'avais pas auparavant. Ensuite, la modélisation, j'ai repris les résultats que je vous ai exposés tout à l'heure. Donc, ce sont les résultats sans les données extrêmes et sans transformation. Effectivement, on retrouve un modèle en arbre plus performant. Et du coup, ce que j'ai relancé aussi pour pouvoir conclure correctement mon projet, c'est donc les modélisations sur des données complètes, mais transformées avec la transformation logarithmique. Et là, effectivement, on s'aperçoit qu'on arrive à avoir un modèle en arbre qui est plus performant avec une réduction significative de l'erreur et un R2 nettement supérieur. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. Merci pour ta présentation. Du coup, c'était très clair ta présentation. Je te félicite pour cela. Merci. Ce que tu as bien fait, et je pense qu'il mérite qu'on le relève là, c'est surtout le temps que tu as pris pour présenter le contexte du travail. Je pense que ça, c'était très bien par rapport aux besoins de la ville de Seattle. Donc, tu as bien positionné le travail de ce projet-là, en tout cas le contexte. Et également, les différentes étapes que toi, je pense que dans l'espèce de mind map ou l'équivalent, tu présentes les différentes étapes du travail. Ça, c'était très bien inspiré. Donc, je te félicite pour ça. Merci. Et alors, si je reviens sur la première slide où tu présentais le besoin de la ville de Seattle, en tout cas les démarches qui ont été ici, là, ouais. Le but, c'est alors, c'était en 2013 qu'ils ont commencé ça. Et donc, du coup, les bâtiments sont responsables de 33% des émissions de gaz à effet de serre. Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai trouvé sur leur site, en fait. Hein. D'accord. Et l'objectif, c'est qu'en 2050, on passe à zéro, quoi, presque. C'est ça. C'est un engagement fort. C'est pour ça que j'ai dit, c'est quand même, ils sont optimistes, mais bon. On est presque à mi-chemin, en fait, justement. C'est ça ma question. Est-ce que tu as regardé où est-ce qu'ils en sont par rapport à ces objectifs-là? Tu dis entre 2013 et 2015, c'est ça? C'était en 2013, donc là, aujourd'hui, on est en 2022. Oui, c'est vrai. Depuis 2022. Non, je ne suis pas allée voir les données. Je pensais qu'il n'y avait que 2015 et 2016 disponibles, mais c'est vrai. Ils ont continué, en fait, depuis 2015, c'est ça? Non, je ne sais pas. Vu qu'en fait, ils ont des objectifs, je pense qu'il y a des actions qui ont été menées. C'est vrai. Tu as raison. Voilà, quels sont les impacts de ces actions-là? Est-ce qu'ils ont quand même réussi à réduire l'émission de gaz à effet de serre des bâtiments, par exemple? Est-ce qu'on est passé de 33 à 30? Ou est-ce qu'on est passé de 33 à 40? Du coup, ça permettrait de conclure le travail par rapport à la façon dont tu l'as commencé. Je suis d'accord avec toi, oui. C'est vrai que je n'ai pas pensé aller voir plus loin dans leur... parce que c'est vrai qu'ils ont un site complet dédié à ça. Mais je ne suis pas allée voir s'il y avait d'autres années de relevés ou s'ils avaient fait d'autres actions, en fait, plus au-delà des rapports, en fait. D'accord. Puis, évidemment, c'est vrai que là, la demande de mise en place de ce modèle, peut-être que depuis le temps, ils ont déjà un modèle fonctionnel. Tout à fait, oui. Alors, regardez, oui, ou pas, ou ça s'est amélioré, ça s'est dégénéré. De toute façon, c'est par rapport au réchauffement climatique. De toute façon, on ne sait jamais où on se situe. Est-ce qu'on recule ou est-ce qu'on avance? Très bien. Alors, tu avais un dataset avec 2 années, finalement. Je pense que tu es un peu passé vite sur cette partie-là. Tu as combiné les données des 2 années, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. D'accord. Un tout petit peu plus de détails par rapport à ce travail-là. Donc, comment est-ce que c'est fait concrètement? Alors, on peut aller voir le notebook si tu veux. Pas de souci. Alors, est-ce que je l'ai mis celui-là? Alors, le notebook, donc c'est dans le notebook de nettoyage. Si je veux bien. Non, exploration. Bon, ça rame un petit peu. Oui, effectivement, j'ai fusionné les deux jeux de données.
pour avoir le maximum en fait d'informations. Alors là, Je pense qu'il faut redémarrer, relancer ton. hop, ces prédictions. Il va venir, il va venir. Bon, en tout cas, en attendant, là, j'avais effectivement fait un petit peu d'explication. Donc là, je reviens rapidement sur la presse en attendant qu'ils veulent bien. Voilà. Donc, j'avais repéré un certain nombre de descripteurs qui étaient incohérents, aussi bien dans le 2015 que dans le 2016. Dans le 2016. Là, je liste en fait les variables de 2000, qui sont dans le jeu de données 2016, mais qui ne sont pas dans le jeu de données 2015. Et réciproquement de ce côté. Donc, ensuite, il y avait effectivement certaines variables où il nécessitait juste d'uniformiser leur nom, hein, mais d'autres variables, comme par exemple le zip code de 2015, ne correspondaient pas du tout en fait au zip code de la ville. Et cette donnée-là, il fallait aller la chercher dans une autre variable qui s'appelait location, qui n'existait pas dans les données 2016. Pareil pour la latitude et la longitude. Donc j'ai fait plusieurs manipulations pour uniformiser. Ensuite, les variables qui n'existaient pas dans le jeu de données 2016, je suis allée les explorer. Je suis allée évidemment regarder dans la doc, parce qu'on nous fournissait des fichiers JSON où tout était décrit. Ah, ça y est, oui. Et où tout était décrit. Donc je suis allée voir effectivement l'intérêt de ces variables-là. Voilà. Donc là, c'est dès le début, en fait, hein, j'ai vu en fait ces différences-là. Effectivement, pour travailler sur un seul jeu de données, il fallait uniformiser tout ça. D'accord. Donc, alors voilà, je suis allée vérifier la pertinence de certaines variables pour voir si je pouvais me permettre en fait de les supprimer, comme par exemple la performance city, effectivement, on est à Seattle, il n'y a que Seattle. State, c'est pareil, on a le même état. Donc voilà, j'ai fait plusieurs manipulations qui m'ont permis en fait d'avoir des descripteurs uniformes sur les deux jeux de données avant de les fusionner. Voilà, donc c'est ça en fait qui m'a aidé. Ce dont je parlais tout à l'heure, les fameux fichiers JSON qu'on nous a fournis, et en fait dans lesquels j'ai pu trouver vraiment les définitions, les unités, etc. de chacune des variables. Ok, très bien. Juste dans la phase de feature engineering, si je peux le dire comme ça. Oui. Donc, j'ai bien vu ta phase d'analyse et les corrélations, etc. Au final, tu es resté avec combien de features Ah oui, alors attends. Je ne l'ai pas dit, c'est vrai dans ma présentation, ça. Hop, ouais, tout en bas. Donc on a au final. Attends, ça c'était avec les logs. Je retrouve celui qui sont là. Export des données. Voilà, c'est ça. On a 22 features. Alors, dans ces 22 features, je regarde des informations, notamment zip code, latitude, longitude, Oui. ou même neighborhood. Oui. Ils sont pas. Enfin, je me demande quel est l'intérêt en fait de traiter latitude et longitude séparément dans un modèle. Ah, c'est vrai, oui, parce que réalité, la latitude, oui. Si tu prends la latitude tout seul ou tu prends la longitude tout seul, ça veut rien dire. Je pense que là, peut-être, ou même si tu prends latitude, longitude, il y a, je ne sais pas si tu as regardé, mais si tu combinais ces deux variables avec le zip code, il y a forcément une corrélation. Hein, parce que... Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on pouvait peut-être se passer de ces deux variables. Je suis d'accord. Déjà, l'une sans l'autre, effectivement, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, ouais. Et ensuite, les deux combinés ensemble, les zip codes, ou même zip, si on rajoute le neighborhood, je pense que je n'ai pas bien pris le temps de regarder dans la matrice de corrélation ce que ça a donné, mais je pense que probablement... Si, oui, effectivement, ils sont corrélés, en fait. On a des corrélations entre ces variables-là. Non, si tu as tout à fait raison. C'est vrai que comment se passer des relevés de données et qu'il était bien, on va dire spécifié, entre guillemets, d'avoir
Parce qu'ils ils sont pas là, c'est dans Non, ils sont pas là, en c'est fait. la partie où tu avais les variables Ouais, 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 c'est ça. qualitatives, pardon. Ouais. Non, mais c'est tout à fait vrai, Un peu plus haut, je crois. effectivement. Tu viens de le passer. Bon, je vais Un peu passer plus haut, encore plus haut. là, ici, Là. là. Ouais. Alors, zip code. Ah ben non, pour tous les cours. Zip code et Zip code, eh ben, il est corrélé avec rien. Après, c'est vrai que les zip codes, finalement, c'est assez large. Que la longitude, la latitude, je pense, vu le nombre de chiffres après la virgule que j'ai pu oui. constater. Oui, mais c'est surtout parce que c'est considéré séparément. Oui, c'est ça. En gros, ça n'a pas. C'est vrai. C'est vrai qu'une combinaison de la longitude et de la latitude aurait pu Ça fait les coordonner. coordonnées GPS. Donc, en gros, Oui, c'est ça. C'est une coordonnée GPS. Après, il y a aussi une façon de déduire une autre variable à partir de ces deux-là. C'est par exemple en déterminant la position. En fait, cette position-là par rapport au centre de la ville. Ça te permettrait de dire, on aurait peut-être une distance plutôt que de considérer latitude et longitude. Et à partir de là, on pourrait avoir des plages de distance entre 0 et 10 km, entre 10 et 20 km, ce qui nous permettrait de nous positionner par rapport au centre de la ville, mais ne pas considérer les points GPS qui, finalement, en fonction de la précision, ben, ça peut... Oui, ça aurait pu... En fait, j'aurais pu plus... Parce que c'est vrai que c'est une chose que je n'ai pas faite, de retravailler les variables, de retravailler les descripteurs pour en créer de nouveaux. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas fait sur ce projet-là. C'est vrai que ça aurait permis de simplifier la notion de localisation. Tout à fait. Et peut-être d'en sortir quelque chose. Après, de ce que j'ai cru comprendre, peut-être que je me trompe, j'ai cru comprendre que justement avec les modèles, notamment les modèles en arbre, il n'y avait pas beaucoup de feature engineering à faire normalement. On pouvait lui donner des datasets même très, très complexes. Après, là, j'ai quand même travaillé sur les variables, notamment les types d'activités où il y avait beaucoup de doublons, beaucoup de choses qui pouvaient se simplifier en se regroupant, hein, tous les types d'hôpitaux, par exemple, choses comme ça, voilà. Mais, je pense qu'en fait, quand il y a des raisonnements liés au domaine métier, on ne va pas trop laisser le modèle décider quoi faire pour nous. Par exemple, prendre l'année de construction, c'est quoi la différence entre 1969 et 1970 ? Ben, c'est presque rien. Donc, généralement, ce qu'on fait, c'est de dire, on va calculer l'âge du bâtiment et après, on peut se repérer par rapport à des périodes de l'histoire, avant-guerre, après-guerre, avant le siècle, etc. Oui, c'est-à-dire de réfléchir par tronçon, en fait. Exactement. De donner un sens au tronçon. Ouais. Je pense qu'en fait, s'il y avait une chose qui mériterait, ça n'enlève rien à la qualité de ton travail, mais qui mériterait d'être un peu plus approfondie, c'est cette partie de feature engineering, notamment sur le traitement ou la transformation de certaines variables. Du coup. Et par rapport à cela, donc, vu que tu as 22 dimensions, pensez à faire une réduction de dimension, peut-être? Ah oui. Ben, ça, c'est vrai que on l'avait un petit peu évoqué avec mon mentor, mais c'est vrai que finalement, avec tous les modèles à lancer qui étaient déjà lancés, en fait, au moment où on l'a évoqué, j'étais trop avancée dans le projet, c'est-à-dire que j'aurais dû relancer beaucoup de choses et qui sont très chronophages, notamment le garden boosting. Et surtout que, en fait, dans ce projet-là, je me suis beaucoup concentrée sur la partie optimisation des hyperparamètres. Je voulais vraiment développer ma technique, en fait, pour optimiser au mieux ces hyperparamètres-là, parce que c'était quelque chose vraiment de nouveau pour moi. Donc, c'est vrai que j'ai fait plusieurs relances, plusieurs itérations en affinant les hyperparamètres optimaux pour avoir des espaces de recherche qui les encadrent bien, avoir un pas assez restrictif pour se rapprocher au mieux des paramètres optimaux et de réduire encore plus l'erreur finalement en cross-validation. Mais il est vrai que tout ce qui est manipulation effectivement du feature engineering, enfin tout de la feature engineering, que
j'avais peut-être pu faire plus au projet 2. C'est vrai que là, du coup, voilà, elle est passée un petit peu, je ne l'ai pas effectivement travaillée. Mais c'est vrai que quand on a abordé ces points-là, ça m'aurait vraiment fait retravailler beaucoup de choses. Et du coup, les délais étant ce qu'ils sont, ça aurait été un peu compliqué. Mais c'est vrai qu'il faut que j'apprenne à combiner en fait ce que j'apprends en analyse exploratoire avec les technologies de machine learning. Là, il faut que j'arrive à merger ces deux aspects-là du travail dans un même projet. J'espère que les projets suivants vont me permettre d'acquérir cette maturité-là que je n'ai pas encore. Par exemple, la transformation logarithmique, je l'ai évoqué qu'à la fin, en fait, avec mon mentor. D'ailleurs, j'avais déjà posté, j'avais posté déjà, et c'est vrai que le traitement des outliers, moi, personnellement, ça m'a dérangé de supprimer des valeurs extrêmes. J'aime pas trop supprimer les données sans justification. Et donc, j'ai voulu aller chercher plus loin. C'est des choses que j'ai pas l'habitude de faire encore. Les transformations mathématiques ou les transformations, c'est comme en fait si j'osais pas quelque part, parce que je viens d'un milieu médical où il y avait beaucoup de normes, où on n'avait pas trop de liberté d'action sur les données. Donc là, effectivement, il faut que je m'habitue à prendre confiance, à prendre la maturité pour dire oui. Voilà, je modélise mes features, je manipule mes features au service de la modélisation. C'est vrai que là, je suis en train d'apprendre en fait, et du coup, Tout à fait, hein, c'est au tout voilà. début. Je Ouais. suis entièrement d'accord avec toi. Ouais. Après, ce qu'il faut, tu l'as dit aussi, mais ce qui est important, c'est d'un projet à l'autre, il faut Oui. réutiliser ce qu'on a fait précédemment pour, en fait, on repart de la base, c'est tout ce qui était bien, en tout cas, qu'on a fait précédemment, sur le projet précédent. On repart de cette base-là pour le projet suivant. Donc, c'est ça aussi le processus d'apprentissage. Alors, sur la fin, tu as parlé. Alors, une chose que tu aurais mieux fait pour aider à comprendre les résultats ou mieux les interpréter, ce serait quand tu comparais les modèles de remettre les résultats éventuellement dans un même tableau, sur une même vue. Oui. Parce que, voilà, quand tu comparais avec ou sans Energy Star Score, sans le résultat précédent, ça va être un peu difficile. Oui, bonne mémoire, se rappeler à la virgule près. Oui, c'est vrai que moi, je les ai en tête, mais c'est vrai que oui, je suis d'accord. Un petit peu comme le tableau là, que j'ai fait là. Effectivement, là, c'était pour l'impact de la transformation log. Ouais. Oui, j'aurais très bien pu faire une slide comme ça. Oui, ou même en seul tableau. Ici, par exemple, avec à chaque fois une colonne qui va nous dire, mais là, on est en train de regarder, ça c'est tel modèle, mais on est en train de regarder avec la transformation, sans la transformation. Tout à fait, oui. Les supprimer, etc. Donc, je pense que ça manquait. Et la dernière chose, c'est que tu as dit sur la fin, enfin, avant la conclusion, que c'est le modèle, attends, je ne me souviens plus, c'est le Ridge, je crois, ou même pas. Non, c'est le Gradient Boosting, où le temps doublait par rapport à, le temps a doublé par rapport au Random Forest. C'est doublé ça. de combien, en fait, du coup, si on passe d'une minute à deux, finalement. Non, c'était plutôt d'une demi-journée à une journée. Effectivement. D'accord. Alors, ce qu'il manque, du coup, c'était de mesurer ce timing-là, le temps d'entraînement, et éventuellement les plotter aussi. Donc, ce qui permettrait de voir dans une autre métrique, mais ce n'est pas forcément une métrique d'évaluation, mais c'est plutôt le temps d'entraînement de ces différents algorithmes, de dire, finalement, le temps d'entraînement pour tel modèle, c'est ça, le temps pour tel autre, c'est ça. Et donc, finalement, ça nous permettrait de mieux voir quand les données quand ça double, quand ça triple. Oui, tout à fait. Non, c'est vrai que c'est pas, je l'ai pas intégré. Enfin voilà, c'est encore une fois quelque chose. J'ai pas encore l'automatisme, mais en fait oui, c'est évident que. Pour moi, le temps, ça peut être un critère de choix, hein, parce que à performance équivalente, si on a quelque chose qui peut être plus rapide, des fois, on prendra le plus rapide avec une performance peut-être légèrement inférieure. Voilà, moi, si j'avais à choisir, tout dépend effectivement du nombre
de modèles, enfin de modèles à prédire. Voilà. Mais effectivement, si on veut prédire sur tous les bâtiments, parce que là, on avait finalement un jeu de dataset qui n'était pas énorme. On avait, au final, si on enlevait le résidentiel, on avait à peu près 3000 bâtiments. Donc, mais à l'avenir, s'il y en a plus, le temps peut être effectivement un critère de choix. Et il faut le quantifier effectivement plus sérieusement, je suis d'accord. Oui, je pense, ouais. Au lieu de juste le mentionner, de manière générale, dans les modèles d'apprentissage, dans le data science, quand on avance les chiffres, du coup, il faut toujours, si on a doublé ou si on a triplé, si on est passé de 0,2 à 0,6, c'est pas si grave que ça. Oui, c'est vrai que c'est quand même très important la différence. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai travaillé par itération. Parce que quand je voyais qu'effectivement, en random forest, me prenait une demi-journée et que le gradient boosting me prenait une journée, voire plus, j'ai préféré, au lieu de faire des grands espaces de recherche, parce qu'effectivement, j'ai regardé un petit peu sur ce qu'on peut trouver sur Internet, choses comme ça, on avait des espaces de recherche qui étaient assez larges, et puis les personnes, oui, peut-être laissent... attendez, problème de veille. Alors, je vois plus rien. Est-ce que tu m'entends? Si, je t'entends toujours. Bon, ok, je finis ma phrase au moins, parce que là, je crois qu'il a bien bugué. Je vois pas de souci. Pourquoi. Voilà. Ah, ça y est, il est là. Du coup, effectivement, moi, j'ai préféré réduire être active en fait avec mon pipeline, ne pas le laisser tourner comme ça pendant une semaine et attendre le résultat qui tombe. Non. J'ai voulu vraiment être active et puis balader un petit peu mes fenêtres à chaque sortie, dire voilà, je vais centrer plus mon espace de recherche pour encadrer ça, réduire le pas, affiner. Ça m'a plu d'interagir finalement avec mon pipeline, ne pas le laisser tourner comme ça dans le vide. Très bien. C'est un très bon travail, je te félicite pour cela. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec moi également. Je t'en prie, merci pour tes conseils. Je t'en prie. C'est ce que je recherche surtout, donc c'est très bien. Merci. Avec plaisir. Écoute, bonne continuation pour la suite et merci pour ton travail. Merci beaucoup. Je te souhaite une bonne journée. Merci. À bientôt. Au revoir.